Peggy 18. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier Mr. Fox Direct. Et oui, on a piqué l'idée à Mr. J-Day, mais on a sa bénédiction, donc Osef. Bienvenue donc dans ce tout premier Mr. Fox Direct. Je m'appelle Michel et c'est moi qu'on a chargé de vous présenter et annoncer les fantastiques programmes à venir pour la saison 2022-2023. Et on commence tout de suite avec une première annonce. J'ai toujours eu ce sentiment d'abandon qui n'a cessé d'empoisonner ma vie. Enfin, en plus, il y a mon travail, et ne me lancez pas là-dessus parce que ça me contrarie vraiment beaucoup. Moi, En plus, il y a mon travail. Ne me lancez pas là-dessus parce que ça me contrarie vraiment beaucoup. Moi, je n'étais pas fait pour être ouvrier. Et oui, le prochain read-up marquera le début d'une trilogie de vidéos consacrée au studio d'animation DreamWorks. En effet, les premières productions animées de ce studio ont bénéficié de 2 doublages. Certains sont aujourd'hui introuvables, mais d'autres sont encore disponibles, et c'est ce sujet qui sera abordé dans les prochaines vidéos. Le premier épisode sera consacré au film Fourmise et devrait sortir dans les semaines à venir. Le second épisode, consacré à la route d'Eldorado, devrait sortir quelques semaines plus tard. Enfin, le dernier épisode sera consacré à Chicken Run et devrait sortir pour la fin de l'année. Un package contenant les 3 épisodes sera disponible par la suite. Enfin, comme à chaque fois, les épisodes seront accessibles aux donateurs quelques jours en avance. N'hésitez pas à rester connecté à nos réseaux sociaux pour être informé en temps réel de l'avancement des vidéos. 3 nouveaux read-up en perspective. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir ça. Et sans plus attendre, un nouveau teaser très mystérieux. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Waouh, vous avez vu ce teaser? C'est vraiment très mystérieux. On préfère ne pas trop vous en dire pour l'instant, sachez simplement que Mr. Fox a lancé ce projet il y a maintenant 3 ans, qu'au départ ça sonnait comme une mauvaise blague, devenue finalement réalité. Sachez également qu'il est très fier du résultat. Ce projet mystérieux, appelé Projet Halloween, devrait sortir le 31 octobre. On peut dire qu'il porte bien son nom. Un making-of sortira également quelques jours plus tard sur la chaîne. Et maintenant, passons si vous le voulez bien à la prochaine annonce. Un tout nouveau site web ? Le site web Mr. Fox Website V3 a maintenant 10 ans. Je sais. Vous ne saviez sans doute même pas que Mr. Fox avait un site web. Ce site, qui regroupe toutes ses créations depuis 15 ans, et notamment ses sagas MP3 et sa web-série Mr. Fox et Pikachu, est obsolète depuis maintenant trop longtemps. Le lecteur audio fonctionne avec Flash, et est donc hors service depuis janvier 2021. Le site n'est pas en HTTPS, rendant la navigation parfois très compliquée. Il n'est pas adapté aux appareils mobiles, et je ne parle même pas du flux RSS qui a cessé d'être mis à jour depuis longtemps. J'ai donc la grande joie de vous annoncer que le site a été entièrement remis à neuf grâce au talent et à la bienveillance de notre webmaître Kamen Soviet. Comme vous le voyez, la structure du site reste la même, mais avec quand même un sacré coup de jeune. Vous pourrez naviguer dans les différentes vidéos avec plus de facilité et plus de clarté, les formats sont rangés par saison dans l'ordre chronologique, bref, c'est tout propre, bien comme on aime. Et il continuera d'évoluer tout au long de la saison, donc n'hésitez pas si vous avez des remarques à nous transmettre. Ce nouveau site web sera mis en ligne dès la fin de cette présentation. Et oui, on fait comme Nintendo, on a plein de cartes dans nos manches.
Je vous laisserai le soin de chercher tous les petits easter eggs cachés sur le site. En attendant, passons si vous le voulez bien à la prochaine annonce que beaucoup d'entre vous n'auront pas vu venir. Alors, c'est quoi? Le bug. Oh, putain. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien le grand retour de Sagaz, notre format court dédié aux fictions sonores, et présenté par Destrocorn, Papillal, Wolf et Mr. Fox. Le format a été mis à l'arrêt pendant quelques années à cause du Covid et de la fermeture du lieu de tournage, mais grâce au bar L'Affaire du 6 à Lyon, nous avons retrouvé un endroit sympathique pour nous accueillir et dans lequel nous avons tourné 20 nouveaux épisodes. Ils seront diffusés toutes les 2 semaines sur la chaîne secondaire de Mr. Fox, Mr. Foxymore. Le premier épisode, consacré à la série Star Wars de Durandal, sera disponible dès la fin de cette présentation. Nous l'avions annoncé sur les réseaux, c'est désormais l'heure de la traditionnelle foire aux questions. Et sur ces bonnes paroles, je laisse la place à Mr. Fox. Merci Michel. Oh, ça va, arrête. Merci pour toutes les questions que vous avez envoyées pour cette FAQ. Alors, je vais pas répondre à toutes, d'abord parce que certaines ont leur réponse dans ce Mr. Fox Direct. Et puis, il y en a d'autres qui ont plus rapport avec le doublage qu'avec la chaîne. Et ça mériterait un développement conséquent, peut-être dans une future vidéo, une prochaine FAQ du doublage. Je vais y répondre succinctement quand c'est possible. Sinon, surveillez les prochaines vidéos ou revoyez les anciennes. Déjà, pour bien commencer la FAQ, comment vas-tu? Vous avez été plusieurs à me poser cette question. Merci de vous inquiéter pour moi. Alors je veux pas m'avancer parce qu'on se rappelle pas de tout et que j'ai pas toute ma vie en tête, mais je crois que j'ai rarement été aussi bien que en ce moment. Je fais un travail qui me plaît, alors c'est pour l'instant encore très précaire, mais il n'empêche que je travaille sur les sujets qui me plaisent, de la manière qui me plaît, au rythme qui me plaît, avec les horaires qui me plaisent, et c'est quand même un luxe que tout le monde peut pas se payer. Et puis avec le Covid qui s'éloigne de plus en plus, et ben c'est le retour des rencontres, des conventions, de la vie sociale. Je vois à nouveau des gens et mine de rien ça fait du bien. Le seul truc qui m'angoisse dans la vie, bon c'est pas grand chose, c'est l'état de la planète et la situation géopolitique du pays dans lequel je vis. Mais à part ça, bah tout va bien. Tu disais dans une vidéo que tu allais tenter de vivre à 100% de la chaîne, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Sinon continue de faire ce que tu fais du bien à mon YouTube. Ah bah ça c'est très gentil. Comme je l'ai dit, je m'en sors. Cette année a été un petit peu plus compliquée que les autres. En même temps, j'ai l'impression que cette année a été compliquée pour tout le monde. Moi particulièrement quand même parce que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos, je me suis consacré à d'autres projets qui apparaissent pas forcément sur la chaîne. Donc cette année, j'ai été pas mal pénalisé. On va voir un petit peu comment ça évolue les mois à venir. Mais en tout cas, c'est quand même mieux, pour moi en tout cas, d'être précaire et de faire ce truc qui me plaît que de refaire un taf alimentaire à la con, caissier chez Quick et compagnie. Ce qui va peut-être falloir que je refasse quand même au bout d'un moment parce que bah c'est la dèche. Avec tout ce que tu as proposé, as-tu encore trouvé des idées ou as-tu trouvé tes limites? Bref, as-tu eu des moments où tu as voulu arrêter? Eh ben non, j'ai jamais vraiment voulu arrêter, je continuerai de faire des vidéos sur YouTube, et à vrai dire, je pense que même quand il y aura plus YouTube, je continuerai de faire des vidéos, comme j'en ai fait sur Dailymotion, comme j'en ai fait sur Exposure Room quand Dailymotion m'a largué, comme j'en fais encore aujourd'hui sur Xhamster, Xvideo, et puis vous vous rendez peut-être pas compte, mais j'ai encore une liste comme ça de sujets à aborder, vraiment. On est très très loin d'avoir fait le tour des sujets intéressants dans le monde du doublage. Salam, j'espère que ça va. Je me demandais si tu comptais dans le futur refaire des passages de fiction, comme tu as pu le faire dans le dernier Fox DVD. Je t'ai trouvé personnellement vachement à l'aise dans l'exercice. Eh ben c'est marrant parce que moi, pas du tout. J'ai détesté l'expérience. Bon, sans en faire des caisses, hein, disons que j'ai pas du tout été à l'aise avec l'exercice. Être réalisateur, c'est plein de choses à gérer en même temps, exprimer clairement ce qu'on cherche à obtenir à des techniciens dont c'est le métier et qui savent mieux faire que soi, c'est déléguer, et moi j'ai beaucoup de mal à déléguer. J'ai vu des images du making of et j'aime pas tellement la personne que je suis quand je suis réalisateur, je parle assez mal aux gens, je trouve. Donc non, définitivement réalisateur, c'est pas un truc qui me plaît. En revanche,
c'est pas impossible que je fasse quelques petits passages de ci de là quand je l'estime nécessaire, un peu comme j'ai pu faire avec Michel. Et si c'est un petit peu compliqué, eh ben je demanderai à quelqu'un qui sait réaliser de réaliser pour moi. Comment es-tu rentré en contact avec Brigitte Lecordier? Bisous à tous les deux, vous êtes top. Eh ben écoute, je transmets. Merci beaucoup à toi, Florian Vaucanson. J'espère que je prononce bien. Ma première rencontre avec Brigitte, c'était en 2010 à la Clermont Geek Convention qui à l'époque s'appelait Japan Event. J'étais jeune, j'avais les cheveux longs, je faisais des vidéos pour Dailymotion. Autant vous dire que ça nous ramène très loin en arrière. Et puis on s'est re-rencontrés en 2019 pour parler un petit peu de la chaîne. Là en l'occurrence on a fait vraiment toute une conférence pour parler de l'arrivée de Brigitte sur YouTube. Et elle est dispo sur la chaîne de Brigitte. Voici un lien, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Tu conseillerais quel logiciel pour monter tes vidéos? Est-ce que tu le conseillerais à des débutants? Sinon, quel logiciel conseillerais-tu? Peux-tu donner les prix de tes logiciels? Alors j'utilise Vegas Pro, anciennement Sony Vegas. C'est là-dessus que je me suis formé et je me suis formé assez vite. Donc si vous êtes débutant, je vous recommande Sony Vegas. Néanmoins, si vous comptez faire du montage votre métier, sachez que Vegas est assez mal perçu dans le milieu, donc peut-être formez-vous directement sur Adobe Premiere Pro, qui est un des logiciels les plus répandus. Quant au prix de Vegas Pro, il est assez souvent dans des Humble Bundle software, il y en a de temps en temps, et moi je crois que je l'avais chopé à 30 balles, un truc comme ça, donc voilà, c'est un logiciel qu'on peut trouver à pas trop cher. As-tu des nouveaux concepts liés au doublage ou pas en préparation? Continue comme ça, j'adore ton contenu. Merci Anonitno. En fait, en ce qui concerne toutes les créations sur ma chaîne, je ne m'interdis rien. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et peu importe si c'est un sujet que j'ai jamais abordé sur ma chaîne, et peu importe si je l'aborde d'une manière qui a jamais été faite sur ma chaîne, en fait, j'essaie de ne pas m'enfermer dans des formats. C'est vrai que la plupart des sujets que j'aborde, ils rentrent dans les formats qui existent déjà, mais si un jour j'ai envie de parler de choses totalement différentes ou de manière totalement différente, je le ferai. J'avais fait ça pour le debunk de la pétition anti-doublage, j'ai fait ça pour le zapping YouTube, qui est vraiment sorti de nulle part. Donc vraiment, moi je me laisse guider par mes envies et je me pose pas vraiment la question du format, de est-ce que ça déstabilisera mes spectateurs. Je pars du principe que si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous aimez ce que je fais et que s'il y a un format qui vous plaît pas, vous vous contenterez de pas cliquer sur la vidéo et voilà. C'est pas la fin du monde. Vu qu'il t'arrive de faire des top épisodes très pertinents et argumentés, envisages-tu une vidéo top 10 ou quelque chose du style pour tes comédiens de doublage favoris? J'adore ta chaîne et son concept. Alors des tops, oui, je continuerai d'en faire parce que ça m'amuse énormément de faire des tops. C'est un format de création que je trouve assez plaisant. En plus, j'aime beaucoup le côté suspense de mais qui va être le numéro 3, le numéro 2, le numéro 1. Par contre, concernant les comédiens de doublage préférés, je pense pas avoir de comédien de doublage préféré, donc je pense pas que ça s'y prête vraiment. Mais encore une fois, d'autres tops, oui, et d'ailleurs, il y a certains tops que je crée spécialement pour les tipeurs et les utipeurs. Est-ce que tu pourrais parler plus de doublage d'animé Jap STP? Non. Et c'est pas juste pour t'embêter et être sec et cassant, Doraemon, c'est simplement que j'en regarde pas beaucoup des animés japonais. À vrai dire, j'ai pas regardé d'animés japonais depuis très très longtemps. Donc c'est difficile pour moi de parler d'animés japonais. Et puis à côté de ça, il y a une communauté de fans de doublage d'animés japonais très présente notamment sur Twitter et qui analyse les différents doublages d'animés japonais beaucoup plus finement que je ne peux le faire moi-même. Je vais mettre quelques liens dans la description si vous voulez avoir des bons comptes Twitter à suivre. Est-ce qu'un parle en VF sur Brooklyn Nine-Nine serait envisageable? Alors vous m'avez proposé plein de sujets. Un parle en VF sur One Piece, est-ce qu'il va y avoir un parle en VF sur Bidule, sur machin? La réponse est non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me laisse totalement guider par mes envies même du moment. C'est parfois un peu gênant, mais il y a des projets longs sur lesquels je bosse depuis un moment que je mets de côté parce que, oh mon dieu, j'ai hyper envie de parler de ça maintenant. Mais du coup, je prends pas du tout de propositions. Donc quel que soit le sujet que vous vous demandez si je vais en parler, la réponse c'est non, niet, nada. Essayez de mémoriser cette info parce que comme ça, si un jour je décide finalement de parler du sujet que vous vouliez, vous pourrez être qu'agréablement surpris. Alors que si je vous dis ouais je vais le faire et que je le fais jamais, vous serez déçus. À quand le retour de C'était bien? Probablement jamais. Et en même temps, encore une fois, ça va être la phrase que je vais répéter tout le temps, je ne m'interdis rien. Je pense pas format, je pense pas je vais faire un C'était bien sur Bidule, je me dis plutôt je vais parler de tel film, je vais parler de tel truc qui me plaît, je vais parler de tel sujet,
Et si un jour il se trouve que j'ai envie de parler d'un film et que le format C'était bien s'y prête, eh ben je ressusciterai C'était bien. C'est peut-être pas aussi clair pour vous que pour moi, mais ma chaîne, moi je la vois encore durer 5 ans, 10 ans, presque jusqu'à la fin de YouTube ou jusqu'à ma fin à moi. Alors je peux rien assurer en ce qui concerne le rythme, hein. Si ça se trouve dans 10 ans je ferai une vidéo tous les ans, mais en fait à moins que je l'annonce très clairement comme je l'ai fait pour Fox DVD, il n'y a aucune raison que j'arrête définitivement ma chaîne, comme il n'y a aucune raison que j'arrête définitivement un format. Si un jour je tombe sur un film particulièrement pourri, que j'ai envie de prendre des notes pendant le film pour noter tout ce qui est nul, et qu'à la fin je décide de faire un C'était bien, bah rien ne m'empêchera de le faire. Bonjour Mr. Fox, je voulais savoir si tu comptes refaire des émissions sur les DVD. Je suis encore aujourd'hui très étonné par le fait que certains d'entre vous ne comprennent pas le sens du mot « dernier » dans le titre, le dernier Fox DVD. C'est assez bizarre ce truc, parce que ça me semble en fait très clair. Le dernier Fox DVD. Dernier. Bon, je vanne un petit peu, mais il faut dire que c'est le running gag qu'on me demande, ah, c'est quand la suite de Fox DVD. J'ai appelé une vidéo le dernier Fox DVD, quoi. Sinon, tu poses aussi une question pour des formats autour de N64, et ça, ouais, peut-être, encore une fois, je m'interdis rien. Si à la fin de mon full set, j'ai envie de parler de certains jeux, ou de ma collection, ou quoi, bah, je m'interdis rien. Tout est possible sur ma chaîne. Salut mon cher Mr. Fox, vas-tu continuer les FAQ du doublage? Sinon rien à voir, mais qu'écoutes-tu comme musique? Alors pour les FAQ du doublage, c'est un petit peu compliqué. Les FAQ du doublage, elles me frustrent énormément parce que c'est des vidéos à durée de vie très courte. Les gens les regardent le premier jour, le deuxième jour déjà beaucoup moins, le troisième jour à peine, et puis à partir du quatrième jour, si je chope une ou deux personnes qui regardent la vidéo par jour, c'est bien le bout du monde. Et en fait, ça m'embête parce que moi, le but de ma chaîne, de toute ma chaîne de manière générale, c'est de faire du catalogue. Je veux que les gens puissent revenir sur la vidéo dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et que la seule limite, ce soit une limite technique, qu'il y ait des épisodes ou des vidéos qui soient trop dépassées techniquement. Et j'aimerais que ce soit le cas pour les FAQ du doublage. Le problème, c'est que les FAQ du doublage, elles ont une durée de vie très courte et elles disparaissent quasiment instantanément. C'est pour ça que j'ai essayé de transformer les FAQ du doublage en tout sur le doublage. Et mine de rien, le format tout sur le doublage, même s'il n'a pas fait beaucoup de vues à sa sortie, eh ben, il continue d'en faire régulièrement. C'est une vidéo sur laquelle les gens reviennent. Et c'est justement ça que j'essaye de créer dans mes vidéos. Du coup, pour les FAQ du doublage, bah, je me pose encore la question, est-ce que je vais continuer le format court et faire des compiles longs? Est-ce que je fais uniquement du format long? La question se pose. Et puis, pour être honnête, je manque un petit peu de questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas à en poser, encore une fois, en mettant bien le hashtag FAQ du doublage pour que je les retrouve. Et puis, encore une fois, par pitié, vérifiez qu'on n'y a pas déjà répondu. Je sais que c'est compliqué justement à cause de ce statut vidéo qui s'écroule direct, mais faites cet effort, quoi. Et sinon, j'ai oublié d'y répondre, mais en musique, mes goûts sont très éclectiques, j'écoute de tout. J'irai chercher ton cœur. Mais genre... Vraiment. Vraiment. De tout. Genre vraiment de tout. Elle Québec la deuil sur le toit de la 10, pas besoin de boire la soupe, je suis tombé dedans comme Obélix. Est-ce que tu voudrais faire un documentaire sur un studio de doublage avec des interviews, des archives du studio et même des acteurs pour proposer des voix? T'en penses quoi? C'est très difficile. C'est très difficile. Dans le même ordre, il y a une question. Envisages-tu de faire d'autres reportages à l'intérieur des studios de doublage? J'ai beaucoup apprécié celui sur Parasite. C'est très gentil. Moi, j'aimerais en faire plus, mais c'est très compliqué. Les studios de doublage, c'est des endroits très secrets. D'abord parce qu'on y double des films dont parfois aucune image n'a encore fuité, et où donc les studios font très attention à bien tout baliser et bien tout quadriller. Et puis il y a tout un tas de sujets sur lesquels les studios ne veulent pas s'exprimer, alors que ça fait intégralement partie de leur histoire. Entre ceux qui ont commencé en faisant du forfait, la grande grève du doublage des années 80, puis il y a aussi des rancœurs personnels, des gossips, tel directeur artistique a fondé tel studio parce que son ancien directeur de studio couchait avec sa femme. Ça arrive, ce genre d'histoire à la con, et bah les gens ont pas forcément envie d'en parler. Il y a quand même beaucoup de secrets dans ce monde-là, et c'est encore une fois, c'est très compliqué d'y pénétrer. C'est pour ça que on est très chanceux d'avoir pu le faire avec Parasite et Promare. On a profité du fait qu'ils étaient déjà sortis une fois en VO. À part dans ce cadre-là très précis, s'il y a des distributeurs qui ont envie de jouer ce jeu-là, ce sera avec plaisir.
Mais sinon, c'est très compliqué. Pour rien vous cacher, j'en ai tourné des documentaires comme ça. J'ai des très longues heures de rush qui peuvent pas sortir parce qu'il y a un veto du studio. Vas-tu faire un redub pour Vinland Saga STP? Alors, non, évidemment, hein. Mais cette fois, c'est pas une formule histoire de dire oh, non, je le ferai pas, et puis peut-être je le ferai, non. Non, là, vraiment, je le ferai pas parce que j'y ai participé. J'ai participé au doublage de Vinland Saga et de fait, je pense que je peux pas être objectif sur la qualité du doublage vu que j'y étais. Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que tout le monde a fait du super bon boulot, quoi. Et peut-être que certains me reprocheront d'être hagiographique parce que j'y étais. Donc voilà, pour des questions d'objectivité, je parle pas des sujets dans lesquels j'ai été impliqué de manière plus ou moins proche. Salut Fox, déjà comment ça va? Ça va bien. Tu as enfin mis un pied dans le monde du doublage, encore félicitations pour ça d'ailleurs, merci. Est-ce que, en te projetant dans un avenir plus ou moins lointain, tu penses réussir à doubler un protagoniste? Est-ce qu'il y a un archétype précis de personnage que tu aimerais essayer de doubler? Le héros charismatique, le pote gentil mais un peu débile, le méchant complètement taré, etc. Alors concernant le doublage, c'est clair et net, je pense pas du tout en faire mon métier. Les ambiances que j'ai faites sur Vinland Saga, moi je considère vraiment ça comme un cadeau que m'a fait la DA Fouzia Youssef, parce qu'elle savait que j'étais capable d'interpréter quelques petits trucs du genre approchez, venez voir les plus belles pastèques du marché. Mais clairement, j'ai pas la technique du doublage. J'ai essayé une fois, et c'était catastrophique. C'est une technique complexe, il faut maîtriser tout un tas d'outils. Et puis même d'un point de vue logistique, je suis pas sur Paris. Et la plupart des studios sont sur Paris. J'ai des amis lyonnais qui, pour bosser, de temps en temps, prennent le train pour aller jusqu'à Paris pour bosser. Et j'ai pas envie de faire ce sacrifice-là. J'ai pas envie de me lancer dans ce genre de formation. Donc non, je pense pas, même si je m'interdis rien, on sait jamais de quoi demain est fait. Je pense pas faire du doublage mon métier. Cependant, si effectivement je ne compte pas faire d'efforts pour rentrer dans le monde du doublage, j'aime toujours autant jouer la comédie. Ça fait maintenant 15 ans que je fais des sagas MP3, des fictions sonores, dans lesquelles je joue des rôles, et ça m'amuse énormément. Je joue dans mes propres sagas, mais je joue aussi chez les autres, et encore cette année, j'ai eu l'occasion de faire plein de trucs. Par exemple, j'ai continué d'interpréter le personnage de L dans la parodie de Death Note, Death Pen. J'y pense, je lui ai dit que si je venais à mourir dans les prochains jours, ce serait à lui de diriger l'enquête. Ah. Et que ça voudrait aussi dire que c'est toi qui iras. Bon, on y va, j'ai la dalle. T'es sérieux? Ah oui, j'ai vraiment la dalle. Tu penses encore que je suis Kira? Va savoir. J'ai également joué un méchant créateur de start-up dans la saga Pépin sous la start-up. J'ai même eu un prix d'interprétation pour ça. Votre potentiel était amoindri par toutes ces années entouré de matériel vieillissant et de productivité éclectique. Et maintenant vous êtes là, prêt à défendre votre poste en face de votre chef. Honnêtement, sachez que je suis fier de vous. Vraiment? Oui, fier de vous. Et fier de vous tous d'ailleurs. Et en ce moment, je joue dans la saison 2 des Pourfendeurs. Là encore, je joue un méchant et je m'éclate énormément à faire ce genre de truc. J'étais si rode, si faible, si pitoyable. Désormais, je suis cyborg, tout puissant et inusable. Parce que la fiction sonore, c'est pas du tout la même technique que le monde du doublage. On a beaucoup plus de liberté, si on veut changer un peu le texte, on peut le faire. Si on veut le jouer plus lentement, plus rapidement, c'est beaucoup plus libre, on peut essayer plus de choses et puis on crée. J'ai pas besoin de passer derrière quelqu'un, j'ai pas besoin de reproduire au plus fidèlement possible ce que quelqu'un a déjà fait. Je suis libre max, il y en a même qui disent qu'ils m'ont vu voler. Donc ça m'amuse toujours beaucoup, je vais continuer à le faire chez les copains, dans des projets amateurs, et si Audible ou Blind veut me proposer de faire des petits rôles, je serais on ne peut plus ravi de me lancer là-dedans avec ardeur. Lorsque tu découvres une œuvre pour la première fois, quelle configuration de l'audio et des sous-titres préfères-tu? VOST, VF ou VFSTFR? Alors quand je vais au cinéma, je regarde souvent les films en VOST, majoritairement parce que j'ai pas le choix. J'ai une carte UGC et j'habite à Lyon, et à Lyon, les UGC, ils font majoritairement de la VO. Avant, il y avait l'UGC Pardieu qui faisait de la VF, sauf que, déjà, il puait la merde. Et puis maintenant qu'il est au 4e étage de Pardieu, il s'est vachement gentrifié, et il diffuse pas mal de VO, donc là, j'ai de moins en moins le choix vis-à-vis de mes séances ciné. En revanche, chez moi, c'est beaucoup plus souvent VF. Ça arrive que je regarde en VO, soit quand j'ai moyennement confiance en la VF. Par exemple, il y a des films avec Jesse Eisenberg, si c'est pas Donald Renew qui le double, je reste sur la VO. Il y a aussi des films que j'ai découverts en VO, et généralement, j'ai toujours un peu d'appréhension à essayer la VF. Des fois, je le fais et je suis très agréablement surpris. Mais ça arrive que par habitude, je reste sur la VO. Et puis, des fois, on me prévient que la VF est à chier. Ou alors, il y a des Star Talent que je sais nuls.
Et dans ce cas-là, bah, je vais direct sur la VO. Que penses-tu des doublages français faits à Barcelone et à Londres par certains éditeurs vidéo? Je n'en ai encore pas vu un, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner soit des bons plans, soit des mauvais plans pour que je juge un petit peu. Il y a une question qui me taraude et dont je ne vois pas d'explication. Pourquoi dans certains films il y a une seule réplique qui change par rapport au support sur lequel est disponible le film? Je te donne un exemple, le film Pinocchio de Disney sur la VF, Jiminy Cricket dit crie à tue-tête Jiminy Cricket, dans la version sur Apple TV c'est crie à plein poumon Jiminy Grillon, puis dans la version Disney+, c'est crie à plein poumon Jiminy Cricket. Comment ça se fait? Pourtant le reste du doublage est pareil. Comment expliques-tu ce genre de petits changements? Bah c'est Michel, hein. Hein Michel? Ouais, c'est moi, ouais. Voilà. C'est encore et toujours Michel. Si vous voyez pas qui est Michel, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo sur Babe qui parle justement de ce genre de petits changements. C'est pas la vidéo la plus vue de Meridub, donc vraiment n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. J'en suis très fier de cette vidéo. Il y a une question que je me pose depuis longtemps. Pour la suite d'un film ou d'une série, lorsqu'un comédien de doublage n'est pas disponible ou est décédé, oui ça arrive, pourquoi le studio ne fait pas appel à un imitateur style Super Flame au lieu de changer la voix complètement et de perdre la cohérence avec le premier film? Parce qu'on n'attend pas des acteurs qui font du doublage qu'ils imitent, mais qu'ils jouent. La priorité quand on a un acteur qui interprète un personnage, c'est d'avoir une voix française qui interprète ce personnage, et pas qui ressemble à l'ancienne voix française. Tu parles d'imitateurs comme Super Flame, justement, je sais pas si Super Flame serait capable, par exemple, d'imiter Homer Simpson, tout en interprétant une scène d'émotion, une scène triste. Maintenir les deux, c'est très difficile. Et à choisir, je pense qu'un distributeur préférera une interprétation d'émotion. Et tu vois, par exemple, Jean-Claude Bonda, qui imite très bien la voix de Roger Carrel, a repris un certain nombre de ses personnages, et je trouve pas ça ouf, pour être honnête. Je trouve justement que ça veut trop imiter Roger Carrel, et qu'on perd un petit peu en jeu. Alors qu'à côté, Philippe Ariotti, qui a repris Hercule Poirot, il essaye pas d'imiter Roger Carrel, et je suis beaucoup plus fan du résultat. D'après toi, la manière de Crunchyroll de faire du simuldub devrait-elle changer ou arrêter? Alors c'est un vaste sujet, peut-être vous avez vu sur les réseaux sociaux qu'il y a pas mal de sale bail autour de Crunchyroll, il y a des langues qui se délient, etc. Moi j'en sais pas assez pour l'instant sur le sujet, je pense que le jour où j'en saurai un peu plus et où il y aura un petit peu plus de matière, peut-être que je ferai une vidéo pour en parler. En attendant, je reste à l'affût des réseaux sociaux. Question con, mais genre, pourquoi personne ne fait une sorte de Shazam pour les doubleurs? Vas-y, fais-le, si t'es si malin. Hein? En vrai, je crois pas que ce soit possible, parce que Shazam se base juste sur une gigantesque base de données de musique. T'imagines s'il fallait faire la même chose avec tous les films, toutes les séries du monde? Mais encore une fois, vas-y, fais-le, puisque t'es si malin. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. Finalement, quel est le terme exact pour qualifier les doubleurs comédiens de doublage? Tu viens d'en dire 3 qui sont, à mon sens, parfaitement acceptables. Ça mériterait une vidéo pour en parler, mais ils sont chiants quand même les doubleurs. Hein. Tu trouves pas ça triste que certaines VF d'animés aient des VF très bonnes mais que personne ne semble au courant? Si, bien sûr que c'est triste, mais c'est aussi triste pour les films et les séries, c'est pas spécifique au monde du doublage. Je pense qu'il y a plein d'œuvres super cool à côté desquelles beaucoup de gens passent et la culture est tellement vaste, qu'est-ce que tu veux y faire? Une question très basique, mais dont la réponse me serait utile au quotidien. Je suis entouré d'irréductibles pro-VO qui ne veulent même pas ne serait-ce qu'envisager regarder de la VF, à part les dessins animés de leur enfance, bien évidemment. Une petite synthèse des arguments en faveur du doublage serait très utile. Je pense que tu trouveras pas mal des arguments synthétisés dans la vidéo contre la pétition anti-VF. Je crois que j'y résume déjà pas mal de choses. C'est vrai que ça vaudrait le coup de faire une nouvelle vidéo sur le sujet, mais encore une fois, je pense que ça ne peut être que en réponse à quelqu'un qui donne des arguments. Donner des arguments sans être le contradicteur de quelqu'un de particulier, ça fait un peu appel à des hommes de paille et c'est un sophisme qu'il vaut mieux éviter. Quelle a été la première voix qui t'a marqué et qui t'a donné envie de t'intéresser au doublage? C'est Benoît Dupac. Quand j'étais ado, je regardais beaucoup GTO, je trouvais la voix de GTO trop cool. Quand j'ai été au lycée, je me suis dit ce serait trop cool de l'interviewer pour le journal du lycée. Je l'ai interviewé, ça a été une des après-midi les plus mémorables de ma vie et ça fait partie des choses qui font que je me suis intéressé au monde du doublage. Que penses-tu des nouveaux vidéastes parlant du doublage étant donné l'essor du doublage aujourd'hui? Ou voir ton contenu débarquer sur TikTok dans des compilations? Alors, mon contenu non, puisque c'est le mien a priori, donc je préférerais que vous le regardiez sur ma chaîne. Et si vous me sortez l'argument de oui mais ça te fait de la pub, sachez vraiment que dans les faits, le taux de transformation TikTok YouTube est quasiment nul. Parce que les gens ils enchaînent les TikTok, ils vont pas regarder dans la description. Mais sinon, je suis très très content qu'il y ait d'autres gens qui s'intéressent au monde du doublage.
Moi, à une époque, je prêchais vachement dans le désert, donc là, je ne peux qu'être ravi de voir qu'il y a une nouvelle passion du doublage qui s'installe. Après, à titre personnel, je trouve que les vidéos restent souvent pas mal en surface. Et je pense que quand t'as la voix d'Harry Potter ou d'Homer Simpson en face de toi, il y a peut-être des questions plus intéressantes à poser que celles que pose Combini. Salut Mr. Fox, j'ai entendu dire dans une interview que le doublage était de gauche car ça rendait les œuvres accessibles, ce qui est indéniablement vrai pour les handicaps, et tu as aussi dit qu'il y avait un vrai mépris de classe de la part des anti-VF. Ma question est la suivante, est-ce que tu pourrais pas retourner cet argument dans l'autre sens, c'est-à-dire considérer que le vrai mépris de classe, c'est de servir de la VF aux classes populaires sans chercher à les élever vers la version originale parce qu'on considère qu'ils sont trop cons par nature pour apprécier de la même manière qu'on sert du Marvel parce que ça se vend. Ne prends pas ma question trop au sérieux, moi-même j'aime beaucoup la VF et ce que tu présentes sur ta chaîne, c'est juste que j'avais trouvé ça étonnant de ramener encore de la politique partisane sur le sujet. YouTube se politise beaucoup dernièrement et ça a tendance à me saouler. Bon, mine de rien, ça m'amuse un petit peu cette vaste question parce que je vois régulièrement popper dans mes commentaires la chaîne se politise. Alors déjà, bon, je rappelle qu'en 2017, j'ai fait une vidéo avec carrément un t-shirt France Insoumise et que ça avait fait gueuler personne. Et puis, mine de rien, c'est la seule question qui parle de politique, donc il faut croire que ça angoisse pas tant de spectateurs que ça. Pour répondre à la question en elle-même, ben non, je trouve même ta formulation assez tendancieuse parce que ça a l'air de dresser une hiérarchie entre la VO et la VF. T'as l'air de dire qu'il faut élever le public vers la VO plutôt que de leur servir de la VF. Donc ça sous-entend vachement que la VO c'est très bien et que la VF c'est de la merde. Ceci étant dit, j'ai quand même envie de revenir un petit peu sur cette histoire de le doublage c'est de gauche parce que mine de rien c'est un peu devenu un running gag dans mes mentions. Donc pour expliquer un petit peu, il y a un jeu qui s'appelle le jeu du clivage qui consiste à dire si tel truc est de droite ou tel truc est de gauche. Par exemple, le vénard, eh ben il est de gauche parce qu'il soigne gratos les gens dans les centres Pokémon. Il est plutôt santé pour tous, donc ouais, c'est plutôt des valeurs de gauche. Et à l'inverse, Harry Potter, il est plutôt de droite, c'est-à-dire que c'est un héritier qui a toute la fortune de ses parents pour s'acheter tout ce qu'il veut. Les profs sont hyper aux petits soins avec lui, il est favorisé dans plein de trucs, et malgré tout, il croit à la méritocratie et il va finir CRS magique. Donc voilà, et Harry Potter de droite. Le truc, c'est que c'est un jeu. Et évidemment, on peut faire une lecture totalement opposée de Le Vénard et de Harry Potter. C'est un jeu. Alors j'ai fait une chronique pour dire le doublage c'est de gauche qui est dispo sur ma chaîne secondaire, qui était créée à l'origine pour la matinale de Host Politique, qui aime bien jouer au jeu du clivage. Donc j'étais en terrain conquis. L'erreur que j'ai fait, je le reconnais bien volontiers, c'est quand je suis passé dans l'émission Backseat de Jean Massier, que je vous recommande chaudement, j'ai parlé un petit peu de ça, un peu trop premier degré. Et j'ai expliqué que le doublage c'était fondamentalement de gauche, parce que c'était des valeurs de gauche. J'ai pris le jeu du clivage un peu trop au sérieux et clairement ça a été mon erreur. Et du coup mes mentions sont régulièrement inondées de gens qui disent « Ah mais alors un film anti-avortement s'il est doublé, vraiment le doublage c'est de gauche ?» Et puis tel comédien, bah il tient des propos racistes, du coup est-ce que le doublage c'est de gauche? C'est un jeu. C'est un jeu, enfin, voyons. Et j'en profite pour rebondir un petit peu là-dessus rapidement. Je suis effaré de voir à quel point ça vous terrorise qu'un youtubeur parle de politique. Que ce soit moi ou d'autres collègues, ça m'effraie de voir à quel point, dès que ça parle de politique, c'est « Oh non, pas la politique! Oh non, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'aimais bien pourtant !» Je pense que vous êtes nombreux à assimiler politique et jeu politicien. Alors que la politique, c'est juste le monde dans lequel on vit. Et pour moi, dire « je ne m'intéresse pas à la politique » ou « je ne veux pas entendre parler de politique », c'est un peu dire « le monde dans lequel je vis me convient parfaitement tel qu'il est. S'il y a des changements, je m'y accommoderai toujours. Et la manière dont il évolue ne m'intéresse pas. » Et mine de rien, je suis effaré, il n'y a pas d'autre mot, que certains d'entre vous fassent ce choix-là de se mettre en retrait et de dire je ferai avec quoi qu'il arrive. Bon voilà, c'était la réponse sans doute un peu trop sérieuse à ta question un peu trop légère, mais c'était l'occasion d'en parler. Sur toutes tes vidéos et ton travail hors YouTube, quelle est la chose qui te rend le plus fier? Eh ben c'est quand il y a des gens qui me disent « grâce à toi, j'ai changé de point de vue sur le doublage ». Que ce soit des gens qui me disent « maintenant je regarde plus de VF », que des gens qui me disent « bah je regarde toujours autant de la VO, mais au moins j'ai arrêté de dénigrer la VF tout le temps et d'avoir ce comportement un peu anti-VF ». Ça pour moi c'est la plus belle des récompenses, c'est pour ça que je fais cette chaîne. Si tu pouvais revenir quelques années en arrière concernant ta chaîne YouTube, qui ferais-tu différemment? Ben rien, je pense. Les erreurs techniques que j'ai pu faire sur ma chaîne par le passé,
m'ont permis de ne plus les faire et d'avoir une rigueur technique aujourd'hui relativement convenable. Les erreurs éditoriales que j'ai pu faire sur ma chaîne, comme parler de changement de voix de la Reine des Neiges ou des derniers Tarantino, eh ben ça m'a fait réfléchir et ça fait que j'écris mes vidéos d'une certaine manière aujourd'hui. Donc ouais, c'est un peu con à dire, mais j'assume tout ce que j'ai pu faire, y compris mes vidéos playback de 2007. Mine de rien, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, et les erreurs que je continue de faire aujourd'hui me permettront de ne pas les faire plus tard, quoi. Ta chaîne ralentissant beaucoup récemment, 1 an depuis le dernier Parle en VF, 10 mois depuis la dernière FAQ du doublage, penses-tu qu'elle va disparaître avec le temps? Sinon, vas-tu faire de nouvelles émissions pour la relancer? J'espère que j'ai bien expliqué. Merci beaucoup pour tes vidéos. Tu es un des seuls youtubeurs doublage aussi calé et aussi investi dans ce milieu. C'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Smiley cœur, à bientôt j'espère. Eh ben merci beaucoup Karim. Vous avez été plusieurs à m'envoyer plein de messages super gentils. Encore une fois, merci beaucoup. Et pour répondre à la question, non, je pense pas que ma chaîne va disparaître. Je veux pas que ma chaîne disparaisse. Encore une fois, je pense que même si YouTube cesse d'exister, je maintiendrai un travail d'archivage pour les vidéos qui me tiennent le plus à cœur, et je ferai en sorte qu'elles restent accessibles quoi qu'il arrive. Moi, mon but, c'est de faire du catalogue et de faire en sorte que vous puissiez revenir encore et encore sur mes anciennes vidéos parce qu'elles sont documentées ou drôles ou les deux. Et c'est aussi pour ça que mon rythme de production est irrégulier, parce que j'essaye de faire des vidéos irréprochables pour qu'on puisse y revenir régulièrement sans se dire « Oh, ce passage-là, il est nul, oh, c'est relou, oh, machin, etc. » Et ça marche, mine de rien. Quand j'ai fait la Japan Tour et la Clermont Geek, il y a beaucoup de gens qui m'ont reparlé de la vidéo sur Futurama, qui mine de rien, a déjà 2 ans. Donc non, la chaîne va pas disparaître, je continue de sortir des vidéos, même si c'est pas forcément les formats que t'attends. D'ailleurs, j'en profite pour clarifier, les redubs, pour moi, c'est comme des parlons VF, hein. C'est juste un angle différent, plutôt que de comparer VO et VF, je compare 2 VF, mais sinon, je l'écris exactement de la même manière qu'un parlant VF. Donc si vous aimez Parle en VF, n'oubliez pas de mater les redubs. Donc pour synthétiser, oui, je pense que je vais continuer de faire des vidéos, même à un rythme irrégulier, même quand YouTube disparaîtra, parce que c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'allume, c'est ça que je faisais sur mon temps libre avant. J'ai la chance encore une fois d'en faire mon métier à part entière aujourd'hui. Mais même quand ce sera plus mon métier, je pense que je continuerai à en faire, tout simplement. Voilà, merci beaucoup pour toutes vos questions. Je pense que ça a été un petit peu long, là, je vois que je tourne depuis un moment. Donc, sans plus attendre, je rends la parole à Michel. Bien, nous nous approchons maintenant doucement de la fin de cette présentation. Alors pour conclure, jetons un coup d'œil aux autres programmes à venir pour cette saison. Ça part en live sur Twitch. La chaîne Twitch restera active cette année, et mis à part les drafts Magic Arena qui n'intéressent personne... Non mais oh, ça va, oui. Vous pourrez vivre la 18e et probablement dernière Nuit N64. Le full set pâle est proche et il va bien falloir tester les derniers jeux de la console. Des invités à cette occasion ? Peut-être. Vous pourrez également suivre les désormais récurrentes cassettes mystérieuses, des lives de découverte d'authentiques VHS poussiéreuses, introduites comme toujours par un épisode de la série surgelée, Les Confidences d'Alice. D'autres soirées non prévues débarqueront probablement, de toute façon c'est toujours comme ça avec Mr. Fox, alors n'hésitez pas à suivre sa chaîne Twitch et pourquoi pas à sub pour accéder à certains replays retirés de YouTube, comme les soirées Visiteurs du Futur. De nouveaux blind tests en perspective ? Il y aura de nouveaux blind tests sur la chaîne. Voilà, c'est tout. Des vidéos YouTube au cinéma ? Je vous en ai pas trop parlé sur cette chaîne, mais ça fait maintenant 1 an que j'organise à Lyon les soirées YouTube. Et j'ai la grande joie de vous annoncer qu'elles deviendront mensuelles à partir du 7 octobre. Le projet, c'est de diffuser des vidéos sur l'écran de l'Aquarium Ciné Café et d'en discuter avec les vidéastes invités. C'est l'occasion de vrais échanges avec les youtubeurs, mais également d'y diffuser des vidéos en avant-première. Ces soirées auront donc lieu à Lyon tous les premiers vendredis du mois. Alors rassurez-vous, je ferai pas une vidéo d'annonce à chaque fois, sachez simplement que j'annoncerai le programme dans l'onglet Communauté. Alors restez attentifs. La prochaine soirée YouTube aura donc lieu le 7 octobre et à cette occasion, je diffuserai le projet Halloween en avant-première. Le lien pour réserver est d'ores et déjà dans la description. Il y a encore des trucs à annoncer ? Pour terminer, voici quelques annonces pêle-mêle. Concernant la chaîne de Brigitte Lecordier, dont l'activité reprendra à la rentrée, 2 nouvelles vidéos montées par Mr. Fox sont en préparation et devraient sortir prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Brigitte pour ne pas les manquer. En fin d'année sortira le traditionnel Top Cinéma 2022. Pour l'instant, Mr. Fox n'a pas vu assez de films pour le tourner, mais croyez bien que quoi qu'il arrive, une vidéo cinéma sortira à ce moment-là.
En début d'année sortira le Zapping YouTube 2022, en janvier ou en février selon comment ça avance. Il sera diffusé dans tous les cas en avant-première au cinéma à la soirée YouTube du mois concerné. Enfin, il sera évidemment question d'un nouveau Parlons VF dont nous sommes en train de refaire le générique, ainsi qu'une vidéo secrète avec une guest barbue dont on ne vous dévoilera pas l'identité pour l'instant. Sachez seulement que Mr. Fox évoquera un thème très cher au monde du doublage. Et puis d'autres vidéos peuvent également popper de manière imprévisible, vous commencez à nous connaître. Et bien c'est là-dessus que se termine notre Mr. Fox Direct. N'est-ce pas, Mr. Fox? En effet, Michel, et j'aimerais en profiter pour vous remercier, vous tous, assidus ou non, donateurs ou non, abonnés ou non, de suivre mes vidéos depuis maintenant 12 ans. Grâce à vos dons sur Tipeee, Utip et Twitch, j'ai enfin pu acheter cette année du nouveau matériel, notamment des fonds noirs et verts qui ont permis ce petit délire de Mr. Fox Direct, ainsi que des formidables projecteurs LED qui me permettent d'éclairer ce fond vert à peu près correctement. Mais je dois bien avouer que la lumière, ça n'a jamais été mon fort. Merci également pour votre bienveillance globale à l'égard des placements produits qui sont accueillis dans le pire des cas avec de l'indifférence. À l'heure actuelle, c'est encore la manière la plus efficace que j'ai de vivre de ma chaîne YouTube et je fais toujours en sorte qu'il soit facile à skipper. Enfin, si vous voulez continuer de soutenir la chaîne financièrement, sachez que les Fire Tippers sur Utip auront désormais entièrement accès à la grosse page des contreparties sur mon site internet. Une page qui, pour rappel, donne accès à près d'une vingtaine d'heures de contenu exclusif, des making-of, des scènes alternatives, des commentaires audio et même des vidéos inédites. Voilà, merci d'avoir suivi ce Mr. Fox Direct. Je m'en voudrais de vous abandonner comme ça, sans une toute dernière annonce.